bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Merci de votre fidélité. On souhaite la bienvenue à nos invités. Mohamed Iwanourem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Liberté. Maître Zoubida Assoul, présidente de l'UCP et avocate. Et Nasser Haddad, merci d'être venu au Café Presse Politique pour commenter évidemment l'actualité politique de la semaine. Évidemment, nous allions commencer par l'actualité politique, par l'après-élection législative, mais on ne peut pas ne pas commencer ce CPP par la situation des détenus en Algérie, qui sont aujourd'hui plus de 270. On se rapproche dangereusement de l'ancien chiffre de la fin de l'année 2019. Et il y a des cas emblématiques, même si évidemment tous les détenus sont les mêmes, mais il y a des cas emblématiques. Il y a Fatiha Briki qui est en garde à vue depuis près d'une semaine aujourd'hui. Nawel Laïb a été arrêté aujourd'hui. Hadi Lassouli. Vous êtes avocate et aussi femme politique. Comment on explique cette vague de répression et cette vague d'arrestation immense? Zoubida Assoul. Ce qu'on peut dire, c'est que le système en place vraiment a perdu la boussole, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que cette politique du tout répressif, qui est passée crescendo du système tout sécuritaire au tout répressif, il a atteint des degrés et des dimensions inacceptables, en tout cas contre-productifs pour le système lui-même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce que prendre aujourd'hui, mettre en prison une dame comme Madame Briki, maintenant, c'est pas près d'une semaine. Demain, elle fera 8 jours depuis qu'elle est en garde à vue. A été prolongée. Oui. Hier, on était quelques avocats à attendre qu'elle soit présentée devant le parquet, justement pour connaître un peu les chefs d'inculpation qu'on lui reproche. Mais finalement, on a attendu toute la matinée. La présentation ne s'est pas faite. Aujourd'hui non plus. Et demain, donc, on part de demain, je dis. Ou demain, elle fera 8 jours de garde à vue. Ce que je peux dire, c'est que quand même, garder une dame comme Fatiha Briki 8 jours en garde à vue, dans ma carrière professionnelle, je n'ai vu de telle garde à vue que dans des affaires hautement graves, c'est-à-dire des affaires criminelles qui ont trait au terrorisme, à la contrebande, aux narcotrafiquants de drogue, mais pas contre une hirakiste, une retraitée de Fatiha Briki l'université. est devenue un peu l'icône, un peu le symbole de tous ces détenus d'opinion, parce qu'elle est douce, parce que tout le monde l'aime, parce qu'elle est présente à tous les procès, à tous les rassemblements, parce qu'elle a soutenu tout le monde, parce qu'elle a aidé tout le monde. C'est un peu l'âme de ce Hirak et l'âme de ces gens qui se mobilisent pour une Algérie démocratique. La cibler, c'est aussi cibler tout le Hirak aujourd'hui, quand on parle de Fatiha Briki. Ce qui est grave, c'est que quand même Fatiha Briki a toujours été là. Je peux en témoigner, moi, en tant qu'avocate, chaque fois qu'il y avait les procès de tous les détenus d'opinion que nous avons défendus depuis maintenant quand même presque 2 ans et demi, depuis juin 2019. Et donc, elle a toujours été là, elle a toujours été auprès des familles des détenus, elle a œuvré à côté de beaucoup d'autres militants pour essayer d'aider, ne serait-ce qu'apaiser la douleur des familles. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas eu quand même un grand élan de solidarité pour Fatiha Briki, que ce soit de la part des médias, que ce soit de la part des gens du Hirak, etc. Mais c'est vraiment une pente très dangereuse que le pouvoir prend. Je ne sais pas à quel dessein il se comporte de cette façon, mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, on commence vraiment une pente dangereuse pour la stabilité et la sécurité du pays. Nasser Haddad, quand Maître Assoul parle de pente dangereuse, est-ce que vous êtes d'accord? Et selon vous, qui est responsable de cette pente dangereuse et de cette accélération des interpellations? Écoutez, il y a eu, d'un point de vue politique, il y a eu 3 grandes stations que le régime a eu à gérer pour imposer sa feuille de route. Les 3 grandes stations, donc l'élection présidentielle, le référendum sur la Constitution et maintenant les élections législatives.
Il se trouve que les 3 stations montrent que la feuille de route imposée par le régime n'a pu obtenir que en prenant en considération les chiffres du régime que 20% du corps électoral. 23%. Ce qui corrigeait ces 20%, parce que 23% c'est le taux de participation. Oui. Maintenant, c'est quand on corrigera, et encore les résultats définitifs seront donnés ce soir par le Conseil constitutionnel. Ne sont pas connus au moment où nous parlons. Ouais. Par conséquent, ce régime est totalement isolé politiquement. C'est un échec absolu. Son projet, sa feuille de route est un échec absolu. Qu'est-ce qu'il lui reste? Au moment aujourd'hui, effectivement, il a choisi l'option de la répression comme axe principal de gestion de la société. Et effectivement, ce choix peut s'avérer extrêmement dangereux pour la sécurité du pays, pour reprendre l'expression de Mme Assoul. Mohamed Iwanouran, plus de 270 détenus d'opinion et parmi eux un confrère, un journaliste, Rabah Karesh, qui a bouclé aujourd'hui 66 jours en prison pour un délit de presse. C'est votre collègue, il travaille dans le même journal que vous, c'est notre confrère. On a eu une bonne nouvelle hier qui a été éphémère puisque le juge d'instruction a ordonné le renvoi avec fixation du procès et le procureur a fait appel. Alors, est-ce qu'on doit attendre encore plus longtemps, selon vous, avant la libération de Rabah Karesh ou pas? Non, malheureusement pour notre corporation, elle a démontré maintenant qu'elle est désarmée, complètement désarmée, devant un pouvoir qui ne recule devant rien. Et là, mais le pouvoir maintenant ne cache plus ses ambitions de museler les médias d'une manière définitive et revenir sur tous les acquis de la révolution d'octobre 88. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien sûr qu'on doit bouger, qu'on doit chercher à se remobiliser et essayer d'arracher donc la libération de notre confrère le plus tôt possible. Mais malheureusement, avec qui tu vas faire ça? Maître Assoul, la décision du procureur, elle est surprenante. Celle de faire appel après la décision du juge d'instruction de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel de Tamanrasset. Comment vous réagissez? Elle est d'autant plus surprenante parce que dans les annales judiciaires, dans une affaire qui concerne justement un délit de presse, parce que Rabah Karesh quand même est un journaliste et il est en prison parce qu'il a fait tout simplement son métier de journaliste. Il a parlé de ce qui se passe à Tamanrasset, des citoyens de Tamanrasset. Mais pour moi, en tant que professionnel, je dirais que si le parquet a fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec l'ordonnance du juge d'instruction. Ça veut dire qu'il veut peut-être, lui, il demande à requalifier les faits. Et c'est ça qui moins de gravité peut-être plus de gravité. Plus, oui. Non, en général, le parquet, il demande jamais, il fait jamais appel pour moins. Il fait toujours appel pour plus grave. Selon des sources au sein des avocats, cet appel a été fait pour entendre quelqu'un du journal Liberté. C'est ce que disent, Pourquoi ils l'ont fait, les avocats. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Bon, vous savez, le parquet, quand il fait appel, il peut vous trouver n'importe quoi pour essayer de différer en fait le procès. C'est peut-être une manœuvre, ça veut dire qu'ils ont envie encore de maintenir Rabah Karesh en détention provisoire. Et comme on s'approche des vacances judiciaires, vous savez, les vacances judiciaires, c'est à partir du 15 juillet jusqu'au 15 septembre, sauf pour les détenus, bien évidemment. Peut-être que le juge d'instruction va partir en congé, peut-être qu'ils ont l'intention de le laisser encore pour, franchement, différer un procès juste pour entendre un témoin. Le tribunal peut le faire. Si le parquet voudrait entendre un témoignage, il peut, lors d'un procès, demander au tribunal justement de convoquer un tel témoin et l'entendre sur place.
Donc franchement, moi je pense que l'arrière-pensée dans tout ça, c'est de le maintenir encore en détention provisoire, parce qu'il a toutes les chances, selon les confrères qui ont déjà été et qui ont vu son dossier, il n'y a rien qui tienne, et Rabih Karesh, sa place est d'être libre et d'exercer son métier, et non pas d'être en détention provisoire pour autant de jours et autant de... Et bien sûr, on témoigne toute notre solidarité avec notre confrère Rabih Karesh, et on souhaite évidemment sa libération proche. On passe à la politique maintenant. On parle toujours de l'après-élection législative. Il n'y a toujours pas d'alliance, il n'y a toujours pas de coalition, il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. Apparemment, les autorités prennent leur temps. Mais l'actualité de cette semaine, c'est ces 78 députés indépendants. Il fallait s'y attendre. Ils se sont réunis et ils ont annoncé leur soutien à Abdelmejid Tebboune. C'était attendu. Est-ce que le président, selon vous, Nasser Haddad, vous parlez d'échec, mais est-ce que le président peut compter sur ce bloc pour former un futur gouvernement? Quand bien même, c'est-à-dire d'un point de vue arithmétique, moi je reste que sur le plan politique, un gouvernement qui n'obtient pas le consentement du peuple ne peut pas porter une politique. Vous êtes d'accord avec Sofiane Bideri quand il dit que cette assemblée n'a pas de légitimité? Mais c'est évident. Ouais. Pourtant, il a participé, lui, aux élections. Ceci étant dit, si on revient à l'arithmétique, comme vous me posez la question, vous savez très bien que 78 peuvent constituer un bon groupe parlementaire, mais ils ne peuvent pas constituer une majorité pour former un gouvernement d'un point de vue technique, je le répète. Ceci étant dit, il faut préciser qu'on ne peut pas se réunir avant la proclamation des résultats officiels. Qui se fera ce soir. Qui seront proclamés ce soir. Donc, c'est ceux qui se sont réunis, je pourrais les appeler de potentiels membres de la future Assemblée. Mais pour le moment, jusqu'à ce que les résultats officiels seront proclamés, jusqu'à ce que tous les recours seront étudiés, c'est du jamais vu, parce que les partis politiques organisés peuvent éventuellement aller, c'est les directions des partis qui discutent pour qu'éventuellement contracter des alliances, au-delà du fait des résultats définitifs, où ils peuvent perdre un siège, même 2 sièges, ou en gagner 1 ou 2, ce qui ne changerait pas le niveau du rapport de force. Mais parler d'un bloc de personnes qui ne se sont jamais vues et qui se réunissent avant même la proclamation officielle, bon, on apprend, voilà. Mohamed Ibn Noran, vous pensez que la majorité présidentielle est en marche aujourd'hui? Non, je pense que Tebboune a perdu son pari. D'abord, lui, il a misé sur... il l'a déjà déclaré plusieurs fois. Il voulait avoir 3/4 de députés issus de la jeunesse et de la société civile de manière générale. Il n'a pas eu ça. Non seulement il n'a pas eu les 3/4, il n'a pas eu la majorité. Deuxièmement, il y a un fait important dans la nouvelle composante donc, du Parlement, c'est que nous avons le FLN et le RND. À eux deux, d'habitude, ils faisaient la majorité parlementaire. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette majorité parlementaire. Ces deux partis donc, qui faisaient les deux béquilles du régime Bouteflika n'ont pas la majorité parlementaire, mais ils ont le tiers, ce qu'on appelle le tiers bloquant. Au cas où il y a plusieurs décisions ou projets de loi que Tebboune ne peut pas passer sans avoir les 2 tiers du Parlement. Or, ces deux partis, avec leurs 2 tiers bloquants, peuvent bloquer Tebboune à tout moment. Donc Tebboune ne peut pas se passer de ces 2 partis. Or, lui, durant tout son mandat, depuis son élection à ce jour, il s'est toujours démarqué de ces 2 partis, donc des anciens partis de l'Alliance Bouteflika, l'Alliance présidentielle de Bouteflika. Aujourd'hui, Tebboune ne peut pas se passer du FLN et du RND. Nous connaissons tous ce que représentent le FLN et le RND. Ce sont des partis qui ont leur héritage. Tebboune ne pourra jamais les mettre sous sa coupe. Donc aujourd'hui, Tebboune est un peu, il est un peu fragilisé, isolé,
piégé par cette élection qu'il voulait comme un rendez-vous qui lui donnera peut-être la légitimité dont il souffrait avant. Piégé ou pas, en tous les cas, Tebboune aura le soutien du FLN, du RND. Il a déjà le soutien du FLN et du RND avant même l'élection. Pas si sûr, non, de toute façon. Le soutien du FLN et du RND, nous le connaissons. Voilà. Eux, ils soutiennent le pouvoir, ils ne soutiennent pas Tebboune. Exactement. Donc Tebboune ne pourra pas faire ce qu'il veut avec le FLN et le RND. C'est ça le piège. La Constitution, elle est un peu précise sur ce cas de la nomination d'un futur Premier ministre ou de la coalition, alliance présidentielle, parlementaire. On aura droit à quoi exactement, Zobeida Assoul? En fait, moi j'ai envie juste de rebondir en ce qui concerne ce scrutin. Moi je l'appellerais un scrutin, ce ne sont pas des élections législatives parce que tout simplement, on ne peut pas considérer qu'on a eu des élections législatives dans un contexte qui était celui que nous avons vécu. D'abord la pandémie, donc il n'y a pas eu d'activité politique dans le sens débat contradictoire. Donc on n'a pas assisté à un débat contradictoire de projet. On a vu ce qu'on a pu qualifier de campagne, mais qui n'en était pas une, et tout le monde le reconnaît, y compris les gens qui ont participé à ce scrutin. Maintenant, l'enjeu, moi je l'avais dit depuis le départ en fait du chef de l'État, de ce scrutin, c'était pour se doter lui-même d'une majorité présidentielle dont il a parlé dans l'article 103 de la Constitution. Or, aujourd'hui, on a bien vu que les indépendants, et qui ne sont pas du tout cohérents, ni de la même famille, ni des mêmes tendances, il y a un peu de tout dans ce groupe des indépendants, malgré que le chef de l'État, dans sa loi électorale, il les a quand même un peu corrompus, puisqu'il leur a permis de payer leur campagne électorale pour les jeunes moins de 40 ans, et ce qui est anormal d'ailleurs, c'est quelque chose d'inédit. Enfin, beaucoup disent qu'ils n'ont pas encore reçu l'argent. Pardon ? Beaucoup disent qu'ils n'ont pas vraiment encore reçu l'argent. Nous, on parle, peu importe, nous on parle, c'est la première fois, depuis qu'il y a le multipartisme, qu'il y a vraiment une disposition légale dans la loi électorale qui donne un privilège à des candidats par rapport à d'autres. C'est la première fois que le Trésor public paye la campagne électorale pour des candidats et pas pour les autres. Donc, ce qui, à mon sens, moi, en tant que juriste, constitue, à mon avis, une atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, mais aussi à l'égalité des chances devant les concurrents. Donc, malgré qu'il a fait ça, eh bien, résultat, c'est qu'il n'a pas eu d'abord une majorité dont a parlé Mohamed Ouennourine, mais non plus, il ne peut pas avoir cette majorité. Mais pire encore, nous nous sommes retrouvés avec cette configuration dans la vente bonne, c'est-à-dire la même coalition qui était là avec Bouteflika, qui a accompagné Bouteflika pendant 20 ans, qui est comptable de la gestion de Bouteflika, qui est comptable des choix à la fois politiques, économiques, sociaux et culturels dans le pays, mais qui sont même responsables judiciairement, parce que beaucoup de leurs responsables politiques de ces partis-là sont en prison pour corruption, etc. Et c'est le système qui le dit, et c'est le système qui les a mis en prison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Après plus de 12 ans, 2 ans de la révolution pacifique qui a scandé clairement sa volonté de rompre avec ce système, d'aller vers la construction d'un État qui est basé sur les institutions solides, indépendantes, transparentes, mais aussi une justice indépendante, mais aussi la démocratie et l'alternance au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas d'alternance. On se retrouve avec la même configuration du temps de Bouteflika. Qu'est-ce qu'a fait ces élections? Et il n'y a rien eu. Donc finalement, il va se retrouver piégé, parce que même s'il voudra aujourd'hui nommer un gouvernement, il n'a pas cette majorité de la société civile, ce qu'il a appelé lui, entre guillemets, la société civile. Il avait un peu du dédain envers les partis politiques de l'opposition. Tebboune a parié sur la société civile. Ah oui, il a parié, il a même nommé. Est-ce que ce n'est pas une preuve, je vais me faire l'avocat du diable, oui. Est-ce que ce n'est pas une preuve que ces élections n'ont pas été truquées? Non? Franchement, on a vu quand même des vidéos, il y a eu des bourrages, vraiment. C'est-à-dire qu'on aurait pu obtenir une assemblée favorable au président, mais on n'a pas eu. Non, écoutez Khaled, on peut pas. La politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas en bricolant comme ça qu'on va faire les changements. Vous ne pouvez pas faire des élections propres et indépendantes quand 80% des électeurs et des électrices
tourne le dos à un processus électoral. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire la politique, vous ne pouvez pas faire la démocratie sans le peuple, tout simplement. Donc il n'a rien gagné dans cette affaire-là. Vous Bien êtes au d'accord? contraire. Vous avez dit que le président était isolé. Est-ce que vous pensez qu'il est piégé par le fait que ce soit le FLN, le RND? On n'a pas parlé du MSP, qui est la troisième force politique du pays. Écoutez, lorsqu'on regarde la configuration actuelle, c'est la recomposition exacte de la majorité présidentielle du temps de Bouteflika. Vous avez le MSP, vous avez le FLN comme première force, comme par hasard, même en termes de classement. Vous avez le FLN comme première force, le RND, je crois Quatrième. Quatrième. RND quatrième. FLN indépendant, MSP. Le bloc des indépendants, moi, j'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement hétérogène. Ils se connaissent même pas. Donc, on peut pas. C'est des indépendants. On peut pas, c'est-à-dire les considérer comme un bloc, même si la projection du pouvoir, la projection du chef de l'État était de construire une force politique à partir des futurs élus. Sauf que il n'y a pas eu accord politique avec les Algériens. Et on ne construit pas un projet politique s'il n'y a pas d'accord politique surtout en période révolutionnaire. Il ne faut pas oublier que le peuple algérien est dans la rue depuis 2 ans et il entame sa 3e année. Donc, on ne peut pas proposer un projet au pays sans qu'il y ait un accord politique auquel adhère au moins la majorité de la population. Or, aujourd'hui, l'analyse des chiffres fournis de leurs chiffres montre qu'il n'y a pas cet accord et que la majorité des Algériens s'inscrit avec une intelligence, une finesse politique en dehors de ce processus et elle laisse le processus du régime tourner dans le vide. Aujourd'hui, les commentateurs sont en train de dire « Eh bien, le régime s'est fait piéger lui-même » parce qu'ils sont en train de tourner dans le même cercle réduit à 10%. Ce qui est stratégiquement important, c'est qu'aujourd'hui, le régime, avec tous ses efforts, ne représente que 20%, ou du moins, n'est suivi que par 20% du peuple algérien. Et qui parle de majorité, M. Haddad, qui parle de majorité parlementaire, parle de futur gouvernement. Vous en pensez quoi concernant déjà une question sur le MSP. Est-ce que vous considérez que le MSP peut intégrer une coalition? Mais je pense que son président l'a laissé entendre déjà. Non, il a laissé entendre qu'il ne va pas rejoindre le gouvernement. Bon, avant les élections, il parlait de... Ça, c'était après les élections. Oui, après les élections. Avant les élections, le Mokri, carrément, il a même pris tout le monde à contre-pied. C'est tout le monde qui commençait déjà à parler, à pronostiquer d'un gouvernement issu de la tendance islamiste avec un premier ministre ou chef du gouvernement islamiste, etc. Maintenant, les islamistes n'ont pas eu la majorité qui leur permet d'avoir donc un gouvernement qui leur est acquis. Ils participeront avec le MSP ou avec le Bengrina. Ils ont déjà le Hachmi Djaboub au gouvernement bien avant les élections. Mais Hachmi Djaboub, il est au gouvernement à contresens de son parti. Son parti n'était pas d'accord avec son nomination. La première réaction de Mokri après l'annonce des résultats, il a un peu, d'une manière, à exclu la participation de Hamas. Bon, je le dis un peu avec précaution, bien sûr. Vous pensez, Mme Assoul, que Hamas change de position du jour. Vous pensez que le MSP ne va pas intégrer le gouvernement? Vous aussi? Non, je ne pense rien du tout. En fait, Hamas pensait qu'il allait avoir la majorité. Il l'avait déclaré, Abdelrazak Mokri, à plusieurs reprises, juste après les élections. Il avait même déclaré qu'il était vainqueur. Et vous pensez que le MSP peut être
le vrai vainqueur s'il y a eu fraude? Non? Vous savez, on peut, franchement, Khaled, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Il y a eu fraude ou pas fraude, il y a eu fraude. C'est établi, c'est pas nous qui le disons, c'est les gens qui ont participé, qui ont dit, et on a vu certains faits qui effectivement prouvent qu'il y a eu bourrage des urnes. Il y a eu des gens qui peut-être seront élus, seront députés avec une dizaine de voix. Ouais. C'est quand même quelque chose qui reste dans les annales de la C'est démocratie de la Nouvelle-Algérie. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, un conseil constitutionnel qui va nous annoncer, nous promulguer les résultats ce soir à 20h. Ce conseil constitutionnel lui-même, son président, n'est pas nommé d'une manière constitutionnelle. On se rappelle bien que M. Fennish a été nommé par M. Ben Salah. Or, M. Ben Salah, constitutionnellement, n'avait pas le droit, tout comme Zegmat, et d'ailleurs le garde des Sceaux, il n'avait pas le droit de nommer ni le gouvernement, ni le président du conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, on fait faire au Conseil constitutionnel un travail politique qui ne relève du tout de ses prérogatives, parce que le Conseil constitutionnel est une institution arbitrale qui est là pour regarder les résultats, pour proclamer des résultats, mais aussi pour se prononcer sur des recours. Donc ça doit être une institution complètement indépendante théoriquement et de ne pas être l'écho du pouvoir en place et du chef de l'État. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que montrez-moi une seule personnalité des élus, des gens de la future Assemblée qui pourrait être demain le troisième homme de l'État, c'est-à-dire le président de l'APN, oui. Qui pourrait être Premier ministre. Oui, alors, parce qu'on ne va pas parler de chef du gouvernement. Ben pour l'APN, il viendra certainement du FLN. Mais pour le Premier ministre, est-ce que vous pensez... Non, même le FLN. Qui y a dans le FLN qui pourrait être président de l'APN? Ils sont obligés de nommer... oui, mais ils sont obligés, ils n'ont jamais tenu de cela. Tout à fait. Mais concernant le poste de Premier ministre, oui. Constitutionnellement, est-ce que le président peut reconduire Abdelaziz Jarrad ou peut-il y avoir un autre personnage issu d'une future majorité parlementaire? Monsieur Haddad. Il peut le faire, oui. Rien ne l'empêche. C'est-à-dire, si on respecte la nouvelle constitution à la lettre, qu'est-ce qu'elle dit? D'ailleurs, elle a inventé un concept. Elle dit, lorsque la majorité présidentielle, ils ont appelé ça, c'est-à-dire que le nombre d'élus dans le courant, le parti du président, il n'y a plus de concept pour pouvoir penser la vie politique en Algérie. Il n'y a plus de concept. Nos chefs d'État sont élus, comment on appelle ça? Candidats indépendants. Ceux qui arrivent, on a même essayé de faire arriver au Palais Zérout des candidats indépendants. Ça veut dire que le corpus conceptuel qui nous aurait permis d'analyser qui nous aurait permis d'analyser cette situation est inopérant. Il est inopérant. Donc, d'un point de vue du droit, la Constitution dit que dans la majorité présidentielle, on ne sait pas comment elle va être constituée, cette majorité présidentielle, le président nomme le Premier ministre de cette majorité. Sinon, c'est pas le cas, c'est dans la majorité parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité parlementaire? J'en sais rien. Personnellement, je ne sais pas, je ne connais pas ce concept. Donc, théoriquement, on appelle ça une cohabitation. Ça veut dire que le président, la Constitution va l'obliger à nommer une personnalité de l'opposition qui aurait entre-temps gagné les élections législatives. Logiquement. Or, ici, on n'en a pas, donc, c'est-à-dire, même constitutionnellement, on ne sait pas. À partir de là, quand il y a du flou, on peut faire ce qu'on veut. Mohamed Pizobida, sur ça, sur le futur gouvernement, futur Premier ministre. Bon, de toute façon, rien n'oblige Tebboune à nommer un chef du gouvernement à partir du moment où il n'y a aucune majorité, même pas une majorité partielle. Le FLN, qui est premier, qui a le plus grand nombre de députés, n'a que 100 sur 400, c'est-à-dire un quart, même pas un tiers, c'est un quart.
Le FLN, quand il avait déjà plus de 200 députés, n'avait pas pu arracher le poste de Premier ministre. Il l'a toujours revendiqué, mais il ne l'a jamais imposé. Il pouvait le faire, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que le FLN n'est pas un parti autonome. Il n'est pas un parti qui a l'autonomie de sa décision. C'est un parti qui dépend toujours des équilibres de pouvoir, etc. C'est pour ça que j'ai dit que le FLN est un parti qui soutient le pouvoir et pas le président. Tebboune ne pourra pas mettre le FLN sous sa coupe. Ça, c'est l'échec de Tebboune, il est là. Parce que si Tebboune avait réussi à placer la majorité dont il a promis, c'est-à-dire une majorité société civile ou une majorité avec les partis qu'il a choisis, les partis de Ben Grena, Abdelaziz Belaïd, Djilali Sofiane, il aura un peu son autonomie. Il aura des marges de manœuvre. Mais avec le FLN et le RND, il n'a aucune marge de manœuvre. Le FLN et le RND, ce sera le DRS qui va les faire fonctionner. Ce n'est pas Tebboune qui va faire fonctionner le FLN et le RND. Ils ont toujours fonctionné avec c'est la boîte noire du régime algérien, le FLN et le RND. Ce n'est pas Tebboune aujourd'hui qui va mettre la main sur le FLN et le RND. Maintenant, est-ce que Jarrad va rester ou pas? C'est ça la question. Est-ce que Jarrad va rester ou pas? Peu importe le Premier ministre qui va venir après Jarrad, mais est-ce que Jarrad va rester ou pas? C'est là la question. Je pense que Jarrad, le premier qui a échoué dans cette opération de l'élection de juin, c'est bien le gouvernement Jarrad. Et à la tête, Belhimer, qui a dessiné tout un schéma, tout un paysage politique de l'Algérie nouvelle, comme il le voyait. Donc, l'alliance nationaliste, islamiste, etc., avec une représentation marginale du courant démocratique, c'est ce qu'il est. Avec un seul siège, selon Arab Belhimer. C'est l'échec du gouvernement Jarrad, à mon avis. Madame Assoul, donnez-nous le nom du futur Premier ministre. Allez, c'est quoi vos pronostics? C'est quoi vos pronostics? Non, franchement, je pense que... Non, je pense que la situation est vraiment très, très critique pour le chef de l'État, plus que pour tout le monde. D'abord, moi, je considère que c'est un échec pour le pays, parce qu'aujourd'hui, si le troisième échec de Abdelmajid Tebboune, il n'a pas réussi son élection du 12-12, puisqu'il n'a même pas eu les 50% de taux de participation, donc il n'a pas une légitimité. Ça, c'est énorme, 50%. Oui, voilà, je vous dis, il n'a pas eu, il a eu 38, il a eu une constitution avec 23%, aujourd'hui une assemblée à moins de 20, on va voir les résultats que le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a eu quand même des centaines de recours, ce qui est vraiment une première par rapport à cette composante de 407 députés. Il y a eu quand même des centaines de recours. Donc on va voir ce que ça va donner. Après cela, bien évidemment, il n'y a aucune règle à partir du moment où la première règle déjà qui a été établie dans l'article 103 de la Constitution, quand Tebboune a, pour la première fois, il a introduit ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Bouteflika a fait avant lui le travail en amont. Il a cherché les partis politiques, il leur a dit, vous allez vous mettre entre parenthèses, vous allez soutenir le programme du président Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'ils ont fait, le FLN, le RND, le MSP, tout le monde a marché. Celui-là, il n'a pas pu le faire, puisqu'à sa candidature, bien qu'il était FLN, bien qu'il était le jour de la candidature du 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika à la Coupole, il était là au titre du FLN. Quand il s'est présenté, il avait démissionné du FLN, il était candidat libre. Donc, il n'avait pas le soutien du FLN, on se rappelle bien de son élection, le FLN ne l'a pas soutenu, il aurait même soutenu Mihoubi. Après, maintenant, est-ce que le FLN, après ce coup qu'il a reçu de Tebboune à son élection, il va aujourd'hui faire cette coalition autour de Tebboune, même si, effectivement, le FLN, le RND, ce sont des appareils qui viennent à leur rescousse du système pour le maintenir, pour lui permettre de résister, de continuer. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué vis-à-vis d'abord de l'international, parce que Tebboune a promis beaucoup de choses. Il a promis que ça sera des élections libres et transparentes. Il a promis qu'il y aura une nouvelle configuration politique. Et finalement, il se retrouve avec le même résultat
que Bouteflika, c'est-à-dire le FLN, le RND, le MSP, donc l'ancienne coalition, et même les indépendants, il y a beaucoup de recyclage, des soutiens de Bouteflika qui se sont présentés en tant que candidats indépendants. Donc en fait, ils se retrouvent piégés. Maintenant, le Premier ministre, moi je pense, il y a une possibilité qu'il garde Jarrad. C'est pas exclu. C'est pas exclu, même si Jarrad, effectivement, son gouvernement a échoué. Mais il n'est pas exclu parce qu'il n'a pas autour de lui des visages politiques influents, importants, qui pourraient demain mener une nouvelle façon de gouverner pendant cette période, l'après-élection Et législative. pourtant, tout à l'heure, Saïd Benmalad nous disait que le président est obligé de ramener des têtes nouvelles pour calmer un peu la population. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'il y ait de nouvelles têtes, que ce soit au gouvernement ou à la tête du gouvernement? Est-ce que ça pourrait changer les choses? On a dit à partir du moment où il n'y a pas de logique ni politique ni juridique, donc qu'est-ce qui empêcherait demain de nommer une personnalité inconnue du grand public parmi les 78 députés indépendants ou un élu un député du FLN ou on ne sait pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'éléments, moi personnellement, je n'ai pas d'éléments qui me permettent aujourd'hui de faire une analyse et de dire voilà ce qui pourrait se passer. Parce qu'il n'y a pas de logique juridique, parce que la logique juridique aurait voulu qu'il y aurait des coalitions, on aurait attendu d'abord à ce qu'il y ait proclamation des résultats officiels, ensuite on aurait attendu à ce que des partis qui sont supposés être autonomes, alors que nous savons tous que la plupart de ce qu'on appelle les partis politiques ne sont en fait que des appareils dont les décisions ne leur appartiennent pas. Par conséquent, on ne peut pas parler d'éventuelles coalitions qui formeraient une majorité à l'intérieur du palais Zérout et à partir de là, aller voir le chef de l'État qui est au-dessus du gouvernement, aller le voir pour lui dire voilà, telle coalition, nous avons une majorité, ce qu'ils appellent majorité parlementaire, et il va se soumettre à la Constitution, il va nommer un Premier ministre de cette manière. Mais là, on n'en est pas dans cette configuration. On n'en est pas. Il pourrait nommer Boukhaldoum, mais il pourrait nommer quelqu'un de l'actuel gouvernement. C'est un nom qui revient beaucoup, mais Salah Boukhaldoum n'est pas un homme politique. C'est beaucoup plus un technicien. Oui. Voilà, un diplomate surtout, qui a toute sa vie été diplomate et ambassadeur. Par contre, il y a je vais pas dire une nouvelle tête, une personne qui fait son entrée à la présidence, c'est Hamid Lounaoussi, donc qui aurait été, parce qu'il n'y a pas de communiqué officiel, mais je pense que c'est vrai, qui aurait été nommé conseiller du président pour les ONG. Alors ça c'est nouveau, est-ce que vous pensez que la présidence voudrait s'ouvrir aux ONG alors qu'en Algérie, les ONG sont tout le temps diabolisées? C'est ça veut dire que maintenant Tebboune ou le régime d'une manière générale veulent voir sa copie par rapport à ces ONG. Ils savent qu'ils sont, en réalité, ils savent qu'ils sont très mal vus, très mal vus déjà par les ONG. Ils savent qu'ils ne peuvent rien contre ces ONG parce que c'est eux, l'opinion internationale c'est eux qui la font. Aujourd'hui, le Hirak, il est accrédité par les ONG, il est accrédité par l'ONU. Quand on lit les documents maintenant, aujourd'hui, toutes les déclarations, les documents publiés par les organisations internationales, on parle de Hirak pro-démocratique. Donc c'est le régime qui n'est pas démocratique. On ne peut pas soutenir un régime antidémocratique contre un Hirak pro-démocratique. Et je pense que ce soit Hamid Lounaoussi ou quelqu'un d'autre, il aura du travail à faire pour renverser cette... Pour convaincre le régime de respecter la démocratie ou pour essayer de convaincre les ONG? Les ONG que le régime est démocratique et que le Hirak est terroriste. Vous avez des Je pense que c'est juste une fuite en avant, comme d'habitude. Le système, au lieu de regarder les choses en face, de prendre ses responsabilités, de ne plus être dans le déni de la réalité, d'essayer de faire une proposition politique, une solution politique. Il n'a pas été capable de faire cette
offre politique. Aujourd'hui, il est non seulement isolé à l'intérieur même de son pays, donc, puisque 80% du peuple n'adhère pas à sa démarche, à sa feuille de route, mais mieux encore, il est isolé à l'international, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les rapports des institutions internationales aujourd'hui, on parle que Tebboune a échoué d'organiser des élections législatives indépendantes, démocratiques et plurielles et qui répondent aux revendications du Hirak. Donc aujourd'hui, même leur soutien à l'international, aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont plus sûrs que Tebboune puisse aller jusqu'au bout de sa démarche. Ce qui est encore plus grave, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est déclassée sur le plan international. Elle est déclassée sur le plan des droits de l'homme, elle est déclassée sur le plan des libertés, elle est déclassée sur le plan de la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des partenaires étrangers sur le plan économique qui voudraient venir en Algérie, ils savent que la justice n'est pas indépendante, mais ils savent encore qu'ils ont en face d'eux une administration incompétente, mais une administration qui est partiale, et ils ont une justice, quand bien même tu peux obtenir gain de cause devant la justice, tu ne peux pas exécuter des décisions judiciaires parce qu'il y a un appareil administratif, bureaucratique, mais aussi politique qui intervient dans la sphère économique. Donc aujourd'hui, l'Algérie est réellement isolée. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi je dis, aujourd'hui, le pays est en danger. Ce n'est plus le sort de Tebboune, parce qu'au-delà de l'individu, on n'est pas contre l'individu, mais Tebboune en tant que chef d'État, aujourd'hui, c'est un échec total. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur lui, ni sur le nez aussi de redorer l'image de l'Algérie, parce que les rapports sont là. Les faits sont là, la Banque mondiale est très bien informée, le FMI est très bien informé. Tebboune avait promis qu'on n'ira pas à l'endettement extérieur, et pourtant on commence à en parler maintenant par bribes et d'une manière indirecte. Il a promis aussi de ne pas couper Internet. Voilà, il a promis aussi que cette année 2021, que l'Algérie ne coupera pas Internet lors du bac, et pourtant ça fait quand même 5 jours qu'on est sans Internet, que les gens sont totalement bloqués, isolés du monde. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, s'il y a des gens sérieux dans ce pays, dans les institutions de l'État, on ne peut plus continuer comme ça. Comment vous expliquez le retour de Hamid Lounaoussi? Il faut juste rappeler que c'est l'ancien premier secrétaire du FFS, ancien ministre RCD pendant le premier mandat de Abdelaziz Bouteflika. Comment vous expliquez le retour de Hamid Lounaoussi à ce poste important auprès du chef de l'État? Je ne l'explique pas. D'abord, il faut mettre au conditionnel, parce que l'information n'a pas été confirmée officiellement. Parce que lorsqu'on parle de conseiller chargé des relations avec les ONG, je reprends ce que vous venez de dire, Khaled, c'est dans tous les pays du monde. La première des choses, c'est que ce conseiller ira au charbon. On l'aurait déjà vu à la télé s'exprimer, essayer de tracer sa feuille de route, de dire voilà ce qui va être fait, voilà ce qui... Or, jusqu'à maintenant, pour moi, il s'agit d'une information donnée par un journal et qui n'a pas été démentie. On est toujours dans l'informel. Exactement. Je ne vous le fais pas dire. Par conséquent... Est-ce que ce n'est pas un acquis important pour la présidence d'avoir quelqu'un comme Hamid Lounaoussi? C'est une question très simple. Je ne sais pas d'abord si il est là-bas ou pas. Oui. Si c'est le cas... Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il ferait Hamid Lounaoussi? Je vais être au conditionnel. Qu'est-ce qu'il ferait? Hamid Lounaoussi, vous avez décrit un peu son parcours. Premier secrétaire du FFS, député RCD, chef de groupe parlementaire RCD, ministre RCD, et maintenant, il serait conseiller chez le chef de l'État. Comment on peut appeler ça sinon le nomadisme politique? Par conséquent, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème conceptuel, c'est la fonctionnalisation, c'est l'interdiction du politique et la fonctionnalisation de toutes les activités du pays. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à voir clair. Et c'est pour ça que l'échec aujourd'hui
du projet du régime. Moi, c'est au-delà du chef de l'État en tant que tel. C'est tout le régime qui avait une feuille de route face à une révolution pacifique mais extrêmement déterminée. Aujourd'hui, c'est l'échec de cette feuille de route qui fait qu'il n'y a pas d'horizon. Tout est brouillé et ce brouillard risque de coûter extrêmement cher au pays. Oui, j'ai envie juste de dire un mot, parce qu'au-delà de la personne de Hamid Louna aussi, qui est certainement quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais j'ai bien peur qu'il puisse subir le même sort que l'ancien conseiller aux ONG et à la communauté à l'étranger, Nazih Baramdan. Le problème de ce système, c'est qu'il est toujours dans l'approche des individus. Tu ne peux pas te crédibiliser vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'étranger, en ramenant des personnes, quelles que soient leurs valeurs, même si elles sont des personnes intrinsèques, valables, intellectuellement et propres, etc. Aujourd'hui, le problème de ce système, c'est qu'il n'arrive pas à construire un État institutionnel. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, Abdelmajid Tebboune parle de l'Algérie nouvelle alors qu'il n'a pas mis en place les institutions d'aide à la prise de décision. Un chef de l'État, quel qu'il en soit, Tebboune ou quelqu'un d'autre, il ne peut pas aujourd'hui, dans une conjoncture comme la nôtre, une conjoncture où il y a une révolution pacifique, une conjoncture où nous avons des problèmes sur nos frontières, une conjoncture où nous avons une situation économique la plus désastreuse, une situation sociale explosive. Vous ne pouvez pas continuer à naviguer à vue. Il vous faut mettre en place des institutions d'aide à la prise des décisions qui sont des institutions solides, composées de gens compétents qui peuvent être là, quel que soit le président, de faire l'orientation, ce qu'on appelle l'orientation à la fois politique, économique et sociale. Or, Abdelmajid Tebboune reste dans l'approche individuelle. Et c'est ça le désastre de l'Algérie. C'était la polémique de la semaine un peu, c'est la suspension de la chaîne Nahar par l'autorité de régulation de l'audiovisuel, Hayat, pardon, par l'Arav, après l'interview faite par son directeur avec Nourdine Hamouda, qui a accusé l'Amir Abdelkader d'être un traître notamment. Est-ce que vous considérez que la suspension de la chaîne Hayat est une atteinte à la liberté de l'information? Je commence par vous, le journaliste Mohamed Iwanouran. En journaliste, je dirais que l'existence de l'Hayat, de Shorouk, de l'Bilad, etc. est le contraire de la liberté de la presse, le contraire de la liberté d'information. Nous sommes le seul pays au monde où, dans l'histoire, où il y a une loi sur l'audiovisuel, mais l'audiovisuel est fermé. Toutes les chaînes de télé sont de droit étranger. C'est une situation inédite. Et la seule solution pour sortir donc de l'informel médiatique dont nous vivons aujourd'hui, c'est de fermer toutes ces chaînes et aller vers une ouverture réelle et appliquer la loi et laisser les gens, laisser les Algériens, laisser des investisseurs avant tout investir dans l'audiovisuel, car l'audiovisuel nécessite beaucoup d'argent. L'État ne peut pas financer. Regardez la situation socio-professionnelle de toutes ces entreprises, de toutes les entreprises de presse aujourd'hui. C'est une situation lamentable. Beaucoup de journalistes, si ce n'est la majorité ou des journalistes, ne sont pas sûrs de toucher leur salaire à la fin du mois. Et pourquoi garder une dizaine de chaînes qui ne servent qu'à détourner de l'argent public, l'argent de l'ANEP, sous forme de fuite de capitaux à l'étranger? C'est une situation inédite. Donc, c'est le contraire c'est l'exact contraire de la liberté de la presse, de la liberté d'information. Vous comprenez cette polémique sur Amir Abdelkader, sur Nourdine Hamouda, qui le qualifie de traître. Est-ce que nous avions besoin de ça maintenant? Vous avez répondu à votre question. Oui. C'est-à-dire, pourquoi maintenant? C'est une question. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage historique, quel qu'il soit, c'est-à-dire on le fait sortir dans une conjoncture particulière pour alimenter un processus de fracturation de ce pays.
parce qu'il n'y a pas que cette polémique. Il y a eu des polémiques intérieures. On parle de celle-là. Oui, mais on est obligé de les lier. On est obligé de les lier pour avoir une vision globale. Sinon, moi, à ce moment-là, si on se contente de parler uniquement de celle-là et de mettre de côté une vision plus globale où vous avez des candidats à l'élection présidentielle, des chefs de parti qui stigmatisent des régions entières du pays, ça s'inscrit, et d'autres, il n'y a pas que lui, ça s'inscrit dans une logique qui risque de coûter extrêmement cher au pays. C'est dans ce contexte que j'analyse cette intervention. Sinon, en tant que tel, moi je me pose des questions. Comment se fait-il qu'on ait choisi ce moment précis pour que des conférences de presse sont organisées et on invite une personnalité aussi pour créer des polémiques, pour créer les conditions qui risquent de mettre la cohésion sociétale et même territoriale du pays en péril. Voilà comment, c'est-à-dire mon interprétation à moi d'un point de vue global. Zobeida Assoul, la polémique Amin Abdelkader, Amir Rouge, Loudenait Hamouda, vous en pensez quoi exactement? Moi, je pense que c'est de la diversion pour essayer de faire comme à chaque fois que nous sommes devant une situation compliquée. Le pouvoir et ses relais dans les médias comme El Hayat, qui a quand même aujourd'hui subi un petit peu le revers de sa propagande, parce que c'est une chaîne propagandiste quand même, parce qu'on n'a pas vu El Hayat invité de l'opposition lors de ce scrutin législatif. On n'avait pas droit à ça. Donc on ne peut pas quand même aujourd'hui pleurer le sort d'El Hayat, parce que c'est une chaîne qui a servi pour la propagande du système. Mais aujourd'hui, je dis c'est dommage, parce que aller verser justement dans la propagande du système et créer diversion pour oublier les vraies problématiques du pays, c'est le changement de ce système, c'est la solution politique, c'est le dialogue national, c'est la sortie de crise irréversible pour le pays et pour les citoyens algériens. Aujourd'hui, on crée de faux débats pour alimenter et occuper les gens à un débat qui est tout à fait stérile, qui n'a aucune incidence d'ailleurs sur ni la sécurité, non, je veux dire dans le sens l'unité du pays, l'unité du peuple. Le peuple algérien a compris l'enjeu, il est uni, même s'il y a des tentatives de diversion, même s'il y a des tentatives justement de le mener vers ce faux débat. Pour moi, c'est un faux débat, mais pour dire juste pour la liberté de la presse, moi je pense que aujourd'hui, si Mohamed l'a bien expliqué, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une liberté de presse quand des journalistes sont en prison parce que tout simplement ils font leur travail de journaliste, c'est-à-dire informer l'opinion publique, mais aussi depuis que nous avons la loi organique sur l'information de 2012, qu'est-ce qu'a fait le pouvoir, qu'est-ce qu'a fait les gouvernements successifs pour instaurer réellement une diversité médiatique, légale, dans le cadre de la loi, justement. Aujourd'hui, toutes les chaînes privées sont des chaînes de droit étranger, ce qui est anormal. C'est-à-dire que le trésor public est perdant. L'Algérie est perdante. Parce que ces gens-là, ils sont là, ils ont une accréditation de bureau alors qu'ils transfèrent de l'argent. C'est ça la réalité. Donc on est, comme l'économie parallèle, nous sommes dans le média parallèle. Ce n'est pas une solution. La réalité, c'est qu'il faut aller vers la solution durable. Merci Zobeida Assoul d'avoir été l'invité du CPP, avocate, présidente de l'UCP. Merci Mohamed Iwanouran d'être avec nous et merci Nasser Haddad, merci à vous pour votre fidélité. Toujours avant de se quitter, toutes nos pensées et notre solidarité avec tous les détenus d'opinion. Fatiha Brixi, Hadi Lassouli, Nawel Laïb qui sont toujours en garde à vue et tous les autres. Notre pensée aussi pour notre confrère Rabah Karesh du journal Liberté, 66 jours en prison pour avoir fait du journalisme. Et évidemment, comme chaque mercredi, nous témoignons notre solidarité avec les deux journalistes marocains Omar Radi et Slimane Raissouni en détention depuis plusieurs mois et en grève de la faim. Merci à vous de votre fidélité, on se retrouve mercredi prochain.